Yuri, on est bien loin des bouches triangles que tu déplores dans les animés japonais. On dirait une pub, quoi. Moi, j'attendais vraiment le logo Chanel ou Dior pour un parfum. C'était dur de faire une belle histoire d'amour au cinéma, visiblement. Je propose que le prochain film, ce soit une adaptation des posts Instagram de Nicolas Mathieu. Je trouve qu'il y a vraiment des moments de réussite en termes de réalisation qui sont bluffants. Frère Laurent et frère Yuri ont très bien parlé du film. Tu fais super bien la bande-annonce, Laurent. Un pompon, Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Conclave, le nouveau film d'Edouard Berger, tient son titre du lieu où s'enferment les cardinaux pour élire le pape. Et si le Saint-Esprit n'est pas présent à mes côtés, nous aurons tout de même à charge de juger les vivants et les morts. Parmi eux, Limonov, le militant révolutionnaire dandy, voyou, majordome ou encore SDF, ressuscité sous toutes ses facettes par Kirill Serebrennikov dans le biopic qui lui consacre, mais aussi les figures éternelles de leurs enfants après eux, adaptation du roman de Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt de 2018 et désormais porté à l'écran par les frères Boukerma. À l'occasion de cette sortie, nous accorderons notre focus du jour aux adaptations de prix Goncourt, un filon qui ne semble pas s'épuiser dans le cinéma français, et carte blanche à Émile pour nous parler d'un autre filon inépuisable et qui aurait pu se dérouler à porte fermée dans un conclave, le huis clos. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais ça fait rien, on fait de la radio. Action! Bonsoir les perchés, autour de la table Yuri, tu es toujours scénariste et compositeur de musique de film. Oui, tout à fait, bonjour, bonsoir. Bonsoir. En fait, on dit toujours bonsoir alors qu'on ne sait pas quand les gens nous écoutent. Bah dis bonjour. Peut-être qu'ils les écoutent à 7h du matin, donc bonjour. Bonjour et bonsoir. Absolument. Manon, tu es journaliste chez Combini. Oui, bonjour, bonsoir. Alban, tu es docteur en cinéma, j'adorerais pouvoir dire ça, mais c'est vrai que tu es historien du cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Émile, tu es trop de choses. Tu es juste Émile. Avocat de la vie. Un autre avocat de la vie à tes côtés, avocat en tout cas. Laurent, tu es le sugar daddy de cette émission. Sugar daddy, bien sûr. Et bonsoir. Avant toute chose, on va écouter le courrier de nos lecteurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et je dis courrier de nos lecteurs alors que c'est un truc qui m'a excédé quand j'ai réécouté, parce que oui, je réécoute les podcasts de la semaine pour t'améliorer, pour m'améliorer chaque semaine. Par pur égotisme. Exactement. Et je me suis rendu compte qu'on disait... Non, mais parce qu'on doit les monter pour en faire des vidéos YouTube. Et je me suis rendu compte que je disais lecteurs, alors que c'est pas des lecteurs, c'est des auditeurs, donc le courrier des auditeurs de la semaine. Alors, il s'est passé une petune dinguerie quand même cette semaine, c'est qu'on a reçu le premier message de haters depuis la création du podcast. Alors je vais vous le lire. Ça fait suite à une vidéo une vidéo. Et Laurent, tu as fait une carte blanche la semaine dernière sur Doute, un film absolument épouvantable, sommet de ce que tu appelles les nanars d'auteurs. Et on reçoit ce message qui nous dit « Votre fiel vain et plein de pédanterie ne saurait mettre à mal ce chef-d'œuvre incontesté de son époque, pauvres écrivaillons qui ne pouvaient même pas saisir l'intensité et la puissance brute d'un message d'une force assez peu égalée dans nos contrées. Votre fatuité, votre insuffisance me laisse pantois. » On a tous eu très peur et puis ensuite on a cliqué sur le profil de cette personne. Il s'avère que c'est ton frère, Laurent. Ouais, il s'ennuie un peu, je pense. Mais du coup, parfois, il écrit des messages. Il a la chance d'être amusant. Écoute, en tout cas, ça nous donne l'occasion. Parce qu'en fait, il y avait une précision que tu voulais apporter sur ta carte blanche. Oui, ça me donne l'occasion de préciser un truc. C'est qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire dans ma carte blanche. Au gré des réécritures, le message a été perdu. Yamini Liakumar, la réalisatrice de Doute, était à l'époque la femme de Christophe Barbier. C'est pour ça qu'elle l'a casté dans le film et qu'elle a imaginé en fait son mari dans le rôle principal, un des rôles principaux. Ce qui quand même, en fait, donne une saveur encore plus particulière à ça, déjà ce plaisir de fin gourmet, comme je l'ai déjà dit. Ouais, et j'ai quand même une vraie question, c'est de savoir si du coup elle trouve que son ex-mari, mais à l'époque son mari, avait le profil d'un canton suisse. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a écrit la scène. En fait, essayer de comprendre sa psyché est à mon avis trop complexe, trop de travail pour moi. Mais du coup, j'aimerais vous inviter à faire comme le frère de Laurent et à nous écrire, à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Même s'il n'a jamais vu le film et qu'il en a rien à foutre. Hein. À lâcher des bonnes notes, même si vous n'avez jamais vu de film, c'est pas grave, vous pouvez quand même nous noter sur les applications de podcast, laisser des petits commentaires sur Spotify et sur Apple, on les lit. Et sur Deezer. Et sur YouTube. On aimerait remercier également la personne dont le pseudo est René
pourquoi pas, qui nous remercie pour notre craquage sur Grand Tour la semaine dernière, qui était en effet un très beau moment qu'on vous invite à réécouter. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos réactions, que ce soit sur les plateformes de podcast, sur YouTube, mais également par mail à laperchedanslecadre@gmail.com. On reçoit parfois des mails qui nous disent qu'ils sont d'accord ou pas d'accord. Faudra qu'on donne une adresse. Et si envoyez des lettres. Ah oui. Au cinéma L'Entrepôt. Ah ouais. Pour le podcast, pour dire si vous avez aimé ou pas. Moi, j'aime bien ce côté. Et là, ça deviendra un vrai courrier, genre des lecteurs, ou en tout cas d'écriture. Donc, j'aime bien ce côté retour à l'ancien. On remercie au passage le cinéma L'Entrepôt qui nous accueille toutes les semaines. La semaine dernière, avant de craquer sur Grand Tour, on avait parlé du festival Chéri Chéri. Et depuis Manon, il y a eu une polémique. Oui, il y a une polémique. En vérité, elle était déjà... Oui, elle était déjà lancée, en fait, quand on en parlait. En fait, parce que il y a peut-être un jour avant. On était je pense qu'on a parlé du festival le lendemain de la cérémonie de clôture. Et tout ce bazar a atteint son paroxysme à la cérémonie de clôture. Pour faire... En fait, le but n'est pas tant de parler de cette polémique, mais plutôt des conséquences qui sont quand même vraiment très, très dommages. Dans le jury de Chéri Chéri cette année, il y a une podcasteuse qui s'appelle Julia Layani, qui est juive et qui a été assez vocale sur le fait qu'elle partage pas mal d'affinités politiques avec Caroline Forrest. Et des membres du jury avant même le début du festival, ont fait part au festival, à la direction du festival, de leur mécontentement et n'avaient pas envie de l'avoir dans le jury. Bref, il y a eu des discussions, un espèce de consensus a été trouvé où ils ont pu porter un message sur scène, mais elle n'a pas pu monter sur scène. Elle a pris la parole, ils ont pris la parole. Bref, je sais que dans Libération, ils ont fait un compte rendu. Voilà, Libération a fait mutuel. a fait tout un article qui retrace un peu toute cette histoire. Le problème étant que Valérie Pécresse, elle s'est empressée, je pense qu'elle a rien compris à l'histoire, et elle s'est empressée de supprimer les maigres subventions qu'elle accordait au festival pour antisémitisme, alors que Julia Layani a plusieurs fois dit que le festival l'avait beaucoup soutenu. Donc vraiment, Valérie Pécresse n'a rien compris. Je pense qu'elle attendait vraiment qu'une chose, c'était de pouvoir sucrer les subventions de ce festival. Donc voilà, c'est très dommage. Je pense que c'est un super festival, hyper important. Et je pense qu'ils avaient déjà peu d'argent et ils en auront encore moins. Voilà. Eh ben écoute, on attend de voir effectivement, peut-être qu'il va y avoir une suite à cette polémique. En tout cas, on espère que le festival quand même récupérera ses subventions. Yuri, toi, tu voulais nous parler des Gotham Awards. Oui, alors c'est une cérémonie alors comme on dit aux États-Unis, la award season est lancée. Et elle est souvent lancée par une cérémonie qui s'appelle les Gotham Awards, et qui est une cérémonie qui récompense notamment le meilleur du cinéma indépendant. Et un outsider total a gagné cette année, A Different Man, de... alors j'ai le nom... Aaron Schimberg. Que j'ai vu. Avec Sebastian Stan. Donc, que tu as vu. Ouais, mais qui a un peu surpris tout le monde. Et alors, on vous en parle. Pourquoi ? Parce que c'est souvent une cérémonie qui donne le là des films qui vont compter dans la course aux Oscars, et celui-là, personne n'avait vraiment misé dessus, visiblement. En tout cas, c'est ce que dit la presse spécialisée. En tout cas, voilà, c'est un petit reminder que parfois des outsiders peuvent se faire leur place dans ce genre d'endroit, dans ce genre de festival. Sachez aussi que le New York Film Critic Circle, donc le syndicat, enfin le cercle de la critique new-yorkaise, a remis entre autres le prix du meilleur film d'animation à Flo, le petit chat trop mignon qui fait de la navigation, et le prix du meilleur film au Brutaliste de Brady Corbet, dont on vous parlera malheureusement qu'en 2025. Je sais que certains et certaines autour de cette table ont déjà vu le film, malheureusement pas nous. Et non, pas encore. Et il y avait une autre information que tu voulais nous donner sur le chef opérateur de Gladiator 2. Absolument, et également de Gladiator 1, donc John Mathison de son état, qui a donc travaillé avec Ridley Scott sur plusieurs films, et qui, lors d'un podcast peut-être un peu trop aviné, a commencé à dire que Ridley Scott était devenu, je cite, fainéant et impatient, à savoir qu'il venait sur le plateau et que son obsession principale n'était pas de faire la plus belle scène, mais de rentrer le plus tôt possible chez lui. Tout ça est verbatim dans le texte. Que en gros, il mettait 8 caméras et que c'était un cauchemar pour éclairer la scène, parce qu'il fallait que du coup l'image ait une belle facture de tous les angles, ce qui d'un point de vue photographique est quasiment impossible, et que par ailleurs les membres de l'équipe technique se promènent globalement dans le décor, et que Ridley Scott dit on s'en fout, on effacera ça à l'ordinateur en post-production.
Il est revenu sur ses propos depuis en disant que non, il a été très très mal compris. Le podcast est disponible, le paragraphe est un énorme truc de environ 20 lignes, donc dans lequel il dit tout ça, c'est un peu difficile de revenir là-dessus. Lui, il dit que c'est le système hollywoodien qui le mettait en cause et absolument pas son best mate read. Mais voilà, je vous laisse là-dessus. En tout cas, ça rejoint un peu ce qu'on disait déjà sur Gladiator 2 et sur l'aspect complètement démissionnaire de la réalisation de Ridley Scott. En même temps, il a 87 ans, Ridley Scott. Oui, bah, il y a d'autres gens qui sont plus âgés qui font des bons films. Et je sais de qui tu parles de Tonton Clint. Je fais tout à l'envers cette semaine, puisqu'en fait, on a fait les news avant de parler du box-office de la semaine. Ah oui, et j'ai même pas pu lancer le jingle. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre quoi. C'est vraiment le bordel, hein. Le bordel. On est vraiment tous scandalisés. Ce box-office de la semaine, alors Yuri, quels sont les films qui ont performé ? Eh bien, Vaiana 2 est arrivé en tête du box-office cette semaine avec un total de, attention, 2 400 000 entrées sur sa première semaine, une moyenne par copie de 3 754 spectateurs et spectatrices. J'aimerais souligner que c'est plus, je crois, que ce qu'a fait le Vaiana original de toute sa carrière. Mais c'est celui-ci qui devait à la base être une série. Et il devait être une série. À l'origine, ça devait être une série. Ça a été délocalisé à Vancouver pour que ce soit moins cher à produire. Ouais, c'est ça. Mais comme Vaiana est devenu un des plus gros cartons du catalogue Disney sur Disney+, ils se sont dit mais en fait, il y a sûrement un public pour aller chercher plein de pognon en salle. Patatras, ils ont eu raison. Le film a tout raflé au box-office de Thanksgiving ce week-end aux États-Unis. Il écrase toute la concurrence en France cette semaine aussi. Et bien, bien loin derrière, on retrouve En Fanfare qui ne démérite pas avec ses 450 000 entrées en première semaine, ce qui est plutôt un joli score, et le fameux Gladiator 2 en 3e position. Voilà. En Fanfare que Manon nous recommandait plutôt la semaine dernière. Le premier film dont on va parler cette semaine, c'est Conclave d'Edward Berger. On écoute la bande-annonce. The Pope is dead. The throne is vacant. Alors, quand le pape décède de façon inattendue et surtout mystérieuse, on a le cardinal Lorenz, interprété par Ralph Fiennes, qui doit... donc, on réunit évidemment les cardinaux pour élire le prochain pape, mais le cardinal Lorenz se rend compte que le pape leur avait probablement caché un secret qu'il doit découvrir avant l'élection de ce nouveau pape, un secret qui peut-être va changer la face du monde, Laurent. En tout cas, la phase de l'élection du pape. La bande-annonce est un petit peu déceptive quand même, parce qu'il y a vraiment un côté très boum-boum, et en fait, c'est un film... Tu fais super bien la bande-annonce, Laurent. C'est un film un peu... In a world. C'est un film, en fait, qui est un thriller politique, on va dire, mais qui se fait au rythme de l'Église catholique, c'est-à-dire que c'est lent, avec des vieux messieurs en robe qui discutent dans des couloirs. Tout ça est très feutré. Et en fait, je trouve qu'il y a du point de vue de la représentation et de comment techniquement ça fonctionne et de comment tous ces gens interagissent et de leurs préoccupations. Je trouve qu'il y a un côté vraiment assez intéressant. Je trouve que le film et les acteurs en particulier sont plutôt bien choisis et représentent bien le truc. Je trouve qu'il y a on sent quand même qu'il y a un vrai niveau de recherche dans quels sont les courants qui sont aujourd'hui un petit peu au sein de l'Église, enfin qui sont toujours un peu le cas, les progressistes et les conservateurs globalement, et comment est-ce qu'ils arrivent à se battre, essayer de construire leur influence au sein de l'institution, etc. Et sur le papier, je trouve le projet assez intéressant. Je trouve que il y a quand même une maîtrise de la lenteur, parce que même si c'est lent, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, qu'on s'ennuie pas trop, même si moi j'ai du mal avec les films lents d'une manière générale, mais celui-là quand même est relativement bien tenu pour un film de ce genre. Après, j'ai pas envie de spoiler le film parce que en fait il y a des espèces de twists à la fin que je trouve un petit peu. J'ai l'impression que c'est le point commun entre toutes les personnes qui l'ont vu, c'est que le film se tient à part la fin, effectivement. Et un peu compliqué. Je trouve qu'il y a un vrai petit problème, c'est que le film est pas assez méchant, pas assez dur, pas assez. Je pense, n'arrive pas à se rendre compte du niveau de panier de crabe que c'est. C'est-à-dire que à quel point c'est étrange et à quel point la manière dont ces gens-là raisonnent
est très différent de ce qu'on imagine être de la politique. Enfin, en tout cas, l'image que moi j'en ai, c'est ça. Ça reste un film assez intéressant et plutôt bien fait. Bons acteurs, joli décor, intrigue plutôt bien pensée. En dehors de la fin, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour un film honnête, très académique, du dimanche soir presque, un peu, enfin pour les gens qui s'intéressent à ce genre de bail, ce qui est quand même une déviance un peu chelou, mais pourquoi pas. Yuri, toi aussi, t'as trouvé ce conclave un peu tiède? Moi, je serais un peu plus positif que Laurent. Moi, je l'ai vu 2 fois. Quel bon élève. Mais voilà, les circonstances de la vie ont fait que. Si c'était un vrai bon élève, tu le verrais une fois en VF aussi. Ouais, c'est vrai. Histoire de faire une vraie critique. Mais c'est pas mon propos. Du coup, non, moi je trouve qu'il y a un truc qui traverse le film qui est assez intéressant. En tout cas, ça a l'air d'être le projet de Edward Berger, c'est de montrer à quel point rien de tout ça n'est sacré, qu'en fait tout ça est d'une banalité, d'une médiocrité totale et affligeante. Ce sont des petits monsieur qui se tirent la bourre et qui essayent de gagner le pouvoir. Notamment, il y a ce cardinal italien qui vapote en balançant 2-3 horreurs. Et en même temps, il crée du sacré. Et moi, c'est cette tension-là que je trouve que le film arrive vachement bien à montrer, dans le sens où on est dans un séminaire d'entreprise, presque. Ils ont des bics, ils ont des machines à café, il y a un travail sur le son, comme ça, où il y a un grésillement de néon quand ils parlent sous une porte, les portes qui grincent, les bips de l'ascenseur, les cartes électromagnétiques qu'on passe pour ouvrir des chambres d'hôtel. Enfin, tout ça est d'une banalité totale. Et pourtant, ces gens-là créent du sacré. Et leur manigance hyper bébête, hyper mesquine, en fait, vont créer une forme de transcendance et vont arriver en tout cas, et c'est ça finalement ce qui traverse même le personnage de Ralph Fiennes, qui a une crise de foi au début du film. Tu comprends qu'il n'a pas envie d'être là, et pourtant toute cette procédure qui en fait va lui faire perdre foi en l'Église, en l'humanité et tout, finalement va quand même un peu le réconcilier avec la notion de transcendance et la notion de sacré. Et en ce sens, le film est assez intéressant. Là où je suis d'accord avec Laurent, c'est que le film marche quand son scénario en fait reste lui aussi enfermé. Et c'est-à-dire qu'il y a un truc où au début on te pose les règles du jeu en disant voilà, il y a un mystère, on ne sait pas trop pourquoi le pape qui vient de mourir a mis en place tout un tas de petits indices qui vont faire que on va découvrir des trucs au fur et à mesure. Et tant que ça marche, et c'est le scénariste d'ailleurs de La Taupe qui écrit le film, donc tout à fait. Donc il y a un côté un peu film d'espionnage en costard, mais ici c'est en soutane. Et du coup du coup comme ça, tant que les indices sont révélés au sein du groupe, au sein de l'église, au sein du conclave, ça marche. Le film fait le choix à un moment de faire intervenir une péripétie externe qu'on voit dans la bande-annonce. Je vais pas la spoiler, mais elle est dans la bande-annonce. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça ne tient plus. Parce que du coup, en fait, non, le pape n'a pas pu prévoir ce qui se passe d'un point de vue complètement random dehors. Et du coup, ça affaiblit pour moi le postulat même du scénario. Et s'il avait réussi à tenir son truc de c'est un panier de crabes, tout a été décidé en amont, il y a des indices qui ont été placés et maintenant démerdez-vous pour faire le bon choix et on les voit se démerder tout seuls. Là, vraiment, c'est juste pour nous montrer que le cardinal italien est un fasciste et son nom, Tedesco, ça veut dire allemand en italien. Donc, faut quand même pas aller chercher midi à 14h pour cette métaphore qui est un peu grossière. Et on aurait pu nous le montrer différemment que par cet événement d'ailleurs, qui est un peu dommage. Le personnage principal s'appelle Thomas Lawrence, parce que Thomas, c'est celui qui ne croit que ce qu'il voit. Bien sûr. Et donc, du coup, voilà. Enfin, bref, il y a tout un tas de métaphores un peu pétées dessus, mais bref. Émile, est-ce que tu rejoins les avis de Laurent et Yuri ? Oui, alors c'est vrai que frère Laurent et frère Yuri ont très bien parlé du film. C'était pas évident de faire un film sur ce sujet, parce qu'il y a 13 ans, il y avait déjà eu Abemus Papam, qui était vraiment brillant, je trouve, sur le sujet. On y pense beaucoup en voyant le film. On y pense pas mal. Je trouve qu'il y a quand même une très bonne nouvelle, c'est que Hollywood a l'air d'être intéressé par les films pour adultes. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait en gros soit des films fauchés indés, soit des films, des énormes blockbusters avec des budgets les Marvel à 9 chiffres en gros. Voilà. Et maintenant on a l'impression que voilà, il y a cette catégorie qui me plaît beaucoup, qui me parle beaucoup, de faire des films avec vraiment un propos. C'est un film anglais, non ? Alors c'est un film international. Alors, c'est un film avec c'est États-Unis et Angleterre en termes de capitaux pour le film, un peu plus visiblement américain. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt USA. Mais effectivement, le réalisateur, lui, est. Mais il n'y a pas de major derrière. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'ai pas vu son film qui avait gagné énormément de prix il y a quelques années, son adaptation d'Alaska Nouveau. Ça, j'ai pas vu, mais par contre, j'avais vu son premier film qui était Jack, qui était un film
c'est assez amusant parce que c'était fait il y a 10 ans. C'est vraiment un film sur des enfants abandonnés, livrés à eux-mêmes en Allemagne. On se dit, c'est incroyable la trajectoire qu'a eu ce cinéaste. Et pour Conclave, il cite beaucoup comme influence des films comme À cause d'un assassinat de Bakula. Et je trouve que le film est beaucoup plus caustique que ça. C'est-à-dire qu'il dit s'être inspiré des thrillers paranoïaques des années 70 et je trouve qu'il a beaucoup plus d'humour. Mais en fait, l'aspect drôle et caustique, moi, m'est apparu au deuxième visionnage beaucoup plus qu'au premier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de trucs que moi, j'ai pas perçu quand je l'ai vu la première fois, mais plein de blagues, notamment le mec qui vapote. Bon, il m'a fait marrer, mais en fait, tu te rends compte quand tu le revois à quel point vraiment il s'amuse à désacraliser aussi ces personnages. En fait, je pense que ce qui est marrant, je suis désolé, je te coupe peut-être un peu, mais ce que je trouve marrant, c'est que l'auteur du livre est anglais, le réalisateur est allemand. Tous les deux sont probablement pas catholiques, en tout cas. Ils ont une manière de voir, ils viennent pas d'un pays catholique, de culture en tout cas, et donc ils ont probablement une manière aussi de pouvoir désacraliser ce truc. Et en même temps, une certaine fascination, je trouve qu'on voit beaucoup plus, je les trouve beaucoup moins humains et beaucoup moins proches que dans Habemus Papam, justement, de Nanni Moretti, qui est très italien, où lui, vraiment, je trouve qu'il les montre de manière beaucoup plus médiocre, beaucoup plus basse, beaucoup plus faible, alors que là, on a un petit peu l'impression qu'il n'ose pas y toucher. Enfin, qu'il y a un truc où, en fait il veut faire de l'imagerie sacrée. C'est un peu le paradoxe de sa mise en scène, quoi. C'est qu'en fait, il fait quand même de l'icône tout le temps. Donc, plutôt une recommandation quand même pour ce. C'est un film intéressant, mais un peu spécial et quand même assez lent. Après, c'est un bon thriller, hein. Enfin, ça marche. C'est un thriller qui fonctionne bien. D'ailleurs, Rita qui n'est pas là, elle est au concert de Paul McCartney quand même. Voilà. Et oui. Rita l'a résumé en c'est Gossip Girl au Vatican. Parce que c'est ça, faire de la politique au Vatican. Qui aurait dû, je pense, être la tagline, tout le monde y aurait été. Enfin, c'est-à-dire que moi, je vais tout de suite voir effectivement un film qui est Gossip Girl au Vatican. C'est pas tout à fait ça. Faut quand même effectivement comprendre cette lenteur du film. On le recommande aux gens qui sont intéressés par les thrillers politiques et peut-être par cette arène de base. Le deuxième film dont on va parler ce soir, c'est Leurs enfants après eux, adaptation du prix Goncourt de Nicolas Mathieu par Ludovic et Zoran Boukarma. On s'emmerde. Tu veux pas qu'on aille à la plage des cunus? Bon, à la base, nous, on était venus pour voir des filles topless, hein. Pardon. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drumbois, si ça vous dit. Moi, c'est Steph, au fait. Bon, on a déjà beaucoup de choses dans cette bande-annonce. Cette soirée à laquelle donc le héros suit cette jeune femme qui rencontre Stéphanie, évidemment, il souhaite la retrouver à cette soirée-là. Il se trouve qu'il emprunte la moto de son père et que cette moto va disparaître. C'est un peu l'élément déclencheur du film Leurs enfants après eux. Manon, c'est une adaptation, évidemment, du livre de Nicolas Mathieu qui a remporté le prix Goncourt. Livre que tu avais lu. Oui, et vraiment beaucoup aimé à l'époque. Et qu'est-ce qu'on retrouve en tout cas de ce roman dans l'adaptation par les frères Boukarma ? J'allais dire pas grand-chose, ça va sonner négatif, c'est pas le cas. En fait, forcément, l'intrigue, évidemment. Oui, l'intrigue, mais c'est un livre qui est très dense, qui est très foisonnant, qui est très long. Ça se déroule, je sais plus. Alors là, c'est 4 étés qu'ils ont choisi. Je sais plus le livre vraiment la chronologie. De mémoire, ça commence en 92 et ça se termine en 98 au moment de. Dans le livre de aussi. La Coupe du Monde, dans le livre aussi, et c'était parti, ouais. Et donc forcément, il a fallu faire des choix parce qu'on ne peut pas adapter l'intégralité de ce livre. Et je trouve que voilà, ils ont fait un parti pris qui est plutôt de s'intéresser à l'histoire d'amour donc entre le héros et qui est interprété par Paul Kircher. Voilà, et cette fille Stéphanie qui rencontre, qui est interprétée par Angelina Voret. Et voilà, et de suivre leur pseudo histoire d'amour parce que je ne sais pas si ça en est vraiment une sur ces 4 étés-là pour en faire. Finalement, c'est plus un teen movie qu'autre chose. Moi, je trouve qu'il manque... Enfin, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on laisse un peu de côté l'aspect plus politique et Bourdieu et tout ça du roman. Là, je trouve qu'on est plus sur des ados qui s'ennuient et qui sont un peu désœuvrés parce qu'ils n'ont rien à faire ces étés-là. Et moins, on perd un peu de vue, je trouve, le côté où c'est vraiment en fait des gens complètement bloqués dans leur vie à cause de la reproduction sociale, à cause de plein de choses. Et voilà, moi ça m'a un peu manqué. Ça reste quand même un bon film, et c'était quand même une adaptation extrêmement ambitieuse sur le papier, quoi. C'est vraiment un livre qui est très aimé et qui, je pense, est super dur à adapter. Donc ils font quand même plutôt honneur, je trouve, au matériau de base. Yuri, est-ce que tu avais lu le roman ? Oui, j'avais lu le roman. Je suis un peu moins convaincu par la portée politique du roman, même si je suis d'accord, c'est un des points que tu soulèves, c'est que en fait ils vont beaucoup plus s'intéresser aux personnages qu'à l'environnement qui les entoure, et je pense que c'est un choix qui se défend,
mais qui, pour ma part, en effet, est pas tout à fait opérant dans le sens où tu as un peu plus envie de voir. On compare à L'amour ouf parce que c'est un peu un film très très similaire dans sa... Gilles Lelouch devait le réaliser à la base. Mais ça se passe dans les années 90. C'est lui qui produit. C'est une histoire d'amour. C'est les mêmes prods que L'amour. Non, mais lui, il est producteur associé. C'est les mêmes, effectivement, c'est les mêmes producteurs. Parce qu'il a filé le scénario. En fait, parce Boukama, parce qu'il a conseillé à ses producteurs d'engager les frères Boukama pour faire le film. Et dans les deux cas, on a aussi une BO effectivement de ces années-là. Et en effet, je trouve que ça en fait, pour moi, la première heure et demie du film, elle est excellente. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment passé un super... j'ai vraiment été embarqué dans ce truc-là, dans l'histoire avec le vol de la bécane et tout. Pour moi, ça s'effrite un peu plus sur la deuxième partie parce que je trouve qu'on répète un peu tout le temps la même chose et qu'en fait, moi, c'était déjà mon problème avec le roman. C'est-à-dire que j'ai vachement décroché avec le bouquin. Donc, en fait, on ne peut pas trop leur en vouloir sur cette structure qui, en fait... veut montrer que ça va nulle part, quoi, que en fait finalement ils vont toujours rester plantés là. Bon, mais je trouve qu'il y a quand même une vraie force au film, c'est la réalisation des frères Boukama parce qu'ils viennent vraiment d'un cinéma extrêmement indé avec Teddy, ou Willy Premier il y a encore plus longtemps. Enfin, c'est vraiment des. Et c'est quoi le dernier? C'est les requins. L'année des requins qui était un peu moins réussi, mais moi, ce qui m'a bluffé en voyant ce film, c'est quand il passe quand même dans une autre ligue, on va dire, de cinéastes, parce qu'il passe chez Alain Attal, donc un film à 15 millions, distribué par Warner Bros, enfin, quand même, il y a beaucoup d'argent. Et ils arrivent quand même à avoir une patte de réalisation identifiable. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des plans dans le film, je me suis dit, mais putain, c'est des plans des frères Boukama. Et ça m'a un peu interpellé en disant, mais ok, donc en fait, ces gars-là, en 3 films, ils ont réussi à créer quelque chose, une patte, une forme de couleur, une forme de cadrer les corps dans les environnements, et notamment le plan sur la mère du cousin qui regarde la télé. Je me dis, en fait, ça, c'est typiquement un plan de eux. En fait, personne d'autre ne l'aurait fait comme ça. Et moi, ça m'a vachement agréablement surpris, quoi. C'est-à-dire que de voir l'évolution de ces cinéastes vers un cinéma plus commercial, peut-être aussi plus, mais au bon sens du terme, un cinéma qui se veut plus grand public, et d'avoir quand même réussi à transposer une forme de travail de l'image très très saturée, un peu malaisante parfois, d'aller vraiment faire des très gros plans parfois. En tout cas, voilà, il y a une patte qu'on retrouve qui travaille, un sillon qui creuse depuis Teddy, qu'ils arrivent à appliquer à un cinéma comme ça, très très Goncourt, très grand public, et ça marche dans une certaine mesure. En tout cas, ça marche vraiment bien. Alban, toi, t'en sors à peine. Déjà, est-ce que ça a marché sur toi, Leurs enfants après eux? Est-ce que t'avais lu le roman où tout le monde avait lu le roman autour de la table? Moi, j'ai pas lu le roman. Ah, t'as pas lu le roman? Non, j'en ai beaucoup entendu parler à la maison, tout ça, mais j'ai pas ouvert. T'as quand même découvert véritablement l'histoire en regardant l'adaptation au cinéma aujourd'hui. Ouais, complètement. Et je me suis même retenu de le lire à un moment parce que je savais qu'il sortait au cinéma et que j'en parlerais, enfin que j'aurais aimé en parler. Et c'est le cas. Et oui, le film a fonctionné sur moi, mais c'est quand même une sorte d'émotion avec laquelle je me bats un peu, parce qu'il y a des trucs qui marchent pas dans le film et qui m'ont énervé. Mais il y a aussi des choses qui ont vachement fonctionné sur moi, mais pas sur le choix du scénario des deux frères. En fait, c'est ça qui me pose problème dans le film, c'est-à-dire que l'histoire d'amour ou l'histoire qui unit les deux acteurs principaux, j'y crois pas du tout. Et le problème, c'est qu'on voit que ça les 3/4 du film. Alors, en fait, ils filment pas l'environnement autour, ils filment eux et pas trop, quoi. Alors sur l'environnement, moi je pense qu'ils essayent de le filmer, simplement leur univers, la façon dont tout est kitsch en fait à travers le cinéma, je pense que ça annule le sentiment. Mais je pense qu'il y a vraiment un essai de créer quelque chose avec les décors, avec les personnages, avec le personnage de Gilles Lelouch qui, je trouve, s'en sort très très bien. Il fait quand même une grosse performance dans ce film. Moi j'aime beaucoup, il m'a touché en fait. Qui joue le père. Qui joue le père de Kircher, ouais. Et en fait, il y a des scènes aussi qui sont marquantes. C'est une fresque, donc on suit les ados sur plusieurs années. Il y a la scène notamment de sorte de western sur le parking entre Paul Kircher et le personnage d'Assine qui est incroyable. Ouais. Et moi, vraiment, je pense que si le film m'a vraiment tenu en haleine, c'est à la fois pour la qualité des scènes de violence, c'est-à-dire que la violence, je dis pas qu'elle est sublimée, mais elle est atroce dans le film. Il y a des scènes plus violentes dans d'autres films qui, moi, m'ont vraiment marqué dans celui-là. Cette scène de western, par exemple, ou la Stern, où il retourne avec une sorte de batte de métal défoncer son pote, elle est atroce aussi. Et en fait, j'avais presque envie qu'on coupe toutes les scènes de Paul Kircher, pas pour Paul Kircher, j'ai pas une haine sur Paul Kircher, mais qu'on montre que le personnage d'Assine. En fait, j'ai été complètement... et moi, c'est dans le bouquin, c'était pareil. Et voilà, j'allais te dire, c'est un des retours qu'on pourrait faire du roman, c'est qu'à un moment donné, son personnage prend le pas sur le personnage principal.
Et en fait, moi j'attendais ce moment, je dis ok, on arrive, on change d'été, c'est 2 ans après, qu'est-ce qu'il est devenu, c'est ça qui m'a vraiment. Et là le film piétine un peu. Ouais, complètement. En fait, il dit je vais être le caïd du coin, et puis ça ne se produit pas vraiment, on sait pas trop pourquoi. Si justement, je pense que même dans cette, même la reproduction sociale agit sur le fait qu'il peut pas devenir lui-même un caïd de banlieue, tu vois. Et c'est ça où je trouve que je suis pas trop d'accord avec toi, Manon, c'est que je trouve que justement cette veine sociale du film, elle s'exprime aussi, du livre s'exprime aussi dans le film à travers ça, et je trouve que c'est plutôt bien montré, où justement j'ai pas trop compris cette scène, je sais pas si c'est plus explicite dans le livre, où elle est une batte pour monter chez son père. Je pense qu'il s'apprête à lui défoncer la tronche et son père lui fait un câlin, quoi. Ouais, c'est ça, et je pense que juste à ce niveau-là, juste dans cette scène-là, où elle est filmée d'une manière où on voit juste le visage du personnage de Yacine derrière son père, lui tout souriant, je pense que la veine sociale du film est résumée en fait dans cette scène-là. Et je trouve qu'il y a des moments de grâce et des moments de vérité dans le film qui moi m'ont emporté. Ensuite voilà, je trouve que Paul Kircher est pas vraiment bon, l'actrice, j'ai oublié le nom. Moi je trouve super l'actrice. Ou alors c'est son personnage qui est mal écrit pour le film. Je pense que c'est plutôt ça, parce qu'en fait elle fait vraiment bourge un peu concon, alors que son personnage est plus profond que ça. Elle est vraiment accessoire dans le livre, dans le film, alors que dans les livres elle a des chapitres entiers sur elle, ses études à Paris et tout. Du coup c'est vraiment dommage, c'est mal fait quoi. Et moi et même sur le début du film, je voulais que le héros soit le cousin et pas Paul Kircher. Bien sûr. Donc il y a un vrai problème quand même dans le choix des personnages, qui on met en avant et quelle histoire on essaye de raconter. Ouais, je suis hyper d'accord, on en parlait en off avec Yuri, je suis hyper d'accord avec toi sur vraiment la réussite en termes de mise en scène de ce film, c'est vraiment les scènes de rivalité, de duel, ils sont hyper forts je trouve pour orchestrer tout le suspense, il y a vraiment des moments de tension qui sont vraiment super bien gérés, et je pense qu'effectivement, en fait Saïd El-Alami qui interprète Yacine est vraiment un excellent acteur, et je trouve qu'il donne à ce personnage un panache qui est fou quoi. C'est vraiment un antagoniste de cinéma qui n'existait pas autant, je trouve, même si son personnage est intéressant dans le livre, je trouvais qu'il avait pas du tout autant de panache quoi. C'était plus une petite trappe quoi. Et il y a un truc tout con, c'est qu'il est beau. Il est très beau, il est très inquiétant. Et du coup il a un truc, c'est ça, et du coup il a un truc très inquiétant dans sa violence, parce qu'en fait quand on le voit, il est très beau, il est très lisse quoi. Très lisse quoi, il y a en effet doux et en même temps hyper dangereux. Et en fait c'est ça, c'est vraiment un bon acteur qui je trouve écrase un peu tout le reste du casting, alors que c'est peut-être pas ils ont peut-être pas voulu en faire le personnage principal, mais je trouve qu'effectivement il crève complètement l'écran et qu'on est un peu frustré, ou on aimerait en avoir un peu plus, parce que je suis d'accord, je trouve ça hyper intéressant son histoire à lui sur son père qui reproduit une forme de violence sur lui à force de vouloir, d'une intégration à tout prix. Du coup il a honte de son fils et de sa violence et tout, donc il reproduit une violence. Vraiment je trouve que cet arc narratif est hyper intéressant, et on aurait aimé en voir un peu plus, je suis d'accord. Et c'est assez fou, par contre, tous ces films qui reviennent dans les années 90, il y a quand même une espèce de mode du retour aux années 90. Moi, je voulais aussi rajouter un truc sur les scènes qui sont censées nous émouvoir. Il y a un vrai problème sur la plupart des scènes. Par exemple, sans trop spoiler, c'est quand même l'affiche du film. Il y a une sorte de scène finale France-Croatie, retour en moto entre les deux ennemis. Enfin, on dirait une pub, quoi. Moi, j'attendais vraiment le logo Chanel ou Dior pour un parfum. Et en fait, je trouve ça dommage parce que ça tue l'émotion, où on met une musique... une version très jukebox, piano de la chanson de la Coupe du Monde 98, et là c'est censé nous émouvoir, et je trouve que c'est trop kitsch pour que ça touche en plein cœur, tu vois. Et alors que j'ai l'impression que c'est la volonté quand même du film de nous émouvoir, et je pense que ça a fonctionné parce qu'il y a des gens qui étaient émus pendant ces scènes-là au cinéma, mais je trouve que voilà, c'est un peu... en fait, je sais pas qui arrive à être ému par rapport à ça, ou alors quelqu'un qui... Je sais pas, honnêtement, je me suis posé la question, et je trouve ça dommage parce qu'ils auraient pu me cueillir et ils l'ont pas fait, et du coup je suis un peu frustré, tu vois. Oui, parce qu'ils mettent vachement l'accent. Moi, le côté nostalgie années 90, ça aurait pu marcher à fond sur moi, mais là, ils mettent un peu trop l'accent sur cette histoire d'amour qui, moi, me convainc pas du tout. C'est le même reproche que dans L'amour ouf, c'est dingue quand même. On avait ce même reproche de se dire le film fonctionne, minus l'histoire d'amour, quoi. C'est dur de faire une belle histoire d'amour au cinéma, visiblement. Je voulais juste faire un petit mot sur. Oui, alors, bon, moi, Paul Kircher, évidemment, je n'imaginais pas du tout cet acteur. Quand j'ai lu le livre, j'avais pas du tout ce physique ou tout ça en tête. En revanche, là où je trouve que c'est un bon choix, c'est qu'il est crédible à 14 ans. Enfin, il peut faire autant 14 ans que 20 ans, quoi. Pour le coup, ça, ils n'ont pas eu besoin de trop le grimer. Ils lui ont enlevé quelques boutons d'acné et tout, mais franchement, sinon, je trouve qu'on y croit. Et je trouve gros travail de make-up et de prothèses et tout sur les acteurs. Genre Gilles Lelouch, il est vraiment très bien abîmé par l'alcool. Enfin, je trouve qu'ils ont fait... Et c'est marrant, il me disait qu'ils avaient...
Ils ont fait plusieurs films de genre avant, et là c'est la première fois qu'ils ont travaillé avec le Studio 64, c'est ça, c'est un studio qui est spécialisé, je crois, dans les... Ah oui, dans les prothèses, ceux qui sont à Montreuil, là. Et voilà, et qui plutôt normalement pour les films de genre, et en fait c'est la première fois qu'ils travaillent avec eux. Donc c'est ce qu'on fait pour Le règne animal notamment, c'est eux. Exactement, c'est ça. Donc il y a un gros travail sur ce point-là, et ça je trouve que pour le coup c'est super convaincant parce qu'on ressent du coup le côté fresque et temps long, quoi, grâce à ça. Et à qui on recommande donc leurs enfants après eux, plutôt aux personnes qui n'ont pas lu le roman? Moi, je pense que ça m'encourage à lire le roman, par exemple. Et bah alors, allez voir absolument. Dans le sens d'Alban, c'est voir le film et lire le roman après, peut-être. Ouais. Et bah allez voir leurs enfants après eux si vous n'avez pas lu le roman. Puis après, évidemment, si vous avez lu le roman, votre curiosité peut vous amener à voir le film pour comparer. Ça va être l'une des questions, l'un des enjeux de notre focus du soir. On écoute le jingle et je vous en parle juste après. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors le focus du soir, à l'occasion donc de la sortie de leurs enfants après eux, donc des frères Bouckerman dont on vient de parler, on a décidé de faire un focus sur les adaptations de prix Goncourt au cinéma. Alors vous allez me dire que c'est un peu spécifique, mais en fait il y en a quand même beaucoup. On s'en est rendu compte. Alban, peut-être pour commencer, un petit rappel historique de tous ces films qu'il y a eu adaptés de prix Goncourt. Bah ouais, effectivement, c'est pas le premier Goncourt à avoir été adapté. Récemment, on a eu Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel, adapté du roman éponyme de Pierre Lemaître, qui a été lauréat du prix Goncourt en 2013, mais aussi une dizaine, voire une vingtaine d'autres films. Et ce, depuis Rabolio de Jacques Darrois en 1945, qui est une adaptation du roman de Maurice Genevoix, qui avait été publié en 1925. Et on peut citer également Week-end à Zuidcote de Henri Verneuil en 1964, roman de Robert Merle, Léon Morin prêtre de Jean-Pierre Melville en 1961, Goncourt de Béatrice Beck, ou encore L'Amant de Jean-Jacques Hano en 92, du chef-d'œuvre de Marguerite Duras. Ouais. Voilà, donc les exemples sont légion, et je pense que les citer tous, parce qu'il y en a vraiment énormément, on va perdre beaucoup trop de temps à le faire, et ça serait pas très intéressant. Il y en a à peu près 25. Ouais. Ok. Et moi j'en avais noté plein, et j'en ai rayé plein en fait, parce que ça allait prendre trop de temps. Et je pense que c'est quand même judicieux pour comprendre le geste, celui de l'adaptation littéraire d'un Goncourt, de se pencher un peu plus sur les liens qui ont uni sur le temps long le cinéma et la littérature, essayer au moins d'en éclairer quelques moments privilégiés. Donc depuis ses origines, on le sait quand même assez aisément, le cinéma a largement puisé aux sources littéraires avec des adaptations plus ou moins fidèles. La mort de Nancy Sykes en 1897, qui est adaptée des aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens, et une autre adaptation de Charles Dickens, sont les premières adaptations littéraires aujourd'hui disparues. Ensuite, on a bien sûr les films de Méliès, les adaptations de Jules Verne ou de l'écrivain britannique Herbert George Wells dans Le Voyage dans la Lune, De la Terre à la Lune, ou encore Les Premiers Hommes dans la Lune. Et on peut ensuite citer l'adaptation de L'Assommoir d'Émile Zola de 1876, qui a été réalisée par Albert Capellani en 1909. Seulement, dans les premières décennies du XXe siècle, le cinéma n'est pas une entreprise qui est vraiment valorisée. C'est un art forain, un art de divertissement, de la curiosité. Enfin, ça suscite soit du divertissement, de la curiosité, soit un objet carrément de débauche ou de perversion. Et du coup, on va vouloir élargir le public qui va au cinéma. Et on va essayer de produire d'autres films, et notamment des adaptations littéraires pour séduire un nouveau public, la bourgeoisie, et séduire également une nouvelle élite qui sont les intellectuels depuis le début du XXe siècle. Et deux sociétés de production sont alors créées. Il y a le film d'art par Paul Lafitte, qui est créé à la fois par on va dire une sorte ça a été poussé par la Comédie Française, et le film d'art, la direction littéraire est confiée à l'académicien Henri Lavédan, qui va signer le scénario original du premier film, qui est L'assassinat du duc de Guise, qui a fait une sorte de succès à cette époque-là. Et il va réunir autour de lui des écrivains tels que Jules Lemaître, Edmond Rostand, Alfred Capu, et une autre société qui est la Société cinématographique des auteurs et des gens de lettres, qui est complètement calquée en fait sur des syndicats d'hommes de lettres et littéraires en France. Et eux, ils vont commencer à produire des films aussi de Corneille, de Racine, de Victor Hugo, etc. Mais ils vont aussi un peu s'adapter à la culture de masse et produire des films qui a été en tout cas accueilli positivement par le public, et des livres plutôt récents. Et ils vont tourner des films policiers, des films des thrillers, je sais pas si on peut appeler ça des thrillers, mais ils vont être aussi à l'origine des serials, donc des séries de Fantomas de Louis Feuillade ou Judex. Et en fait, on va assister vraiment à l'essor d'un cinéma populaire, de long métrage populaire adapté de romans feuilletons ou de littérature. Et chose amusante à cette époque-là, à partir de 1914, à partir des Mystères de New York, on va avoir une inversion, c'est-à-dire que
le cinéma va être certes adapté de la littérature, mais la littérature le film va être adapté en livre après dans des feuilletons, dans Le Matin, dans Le Petit Parisien. Et en fait, tous les concomitamment à la sortie en salle va sortir dans une version papier la suite des histoires du film. Et du coup, on a vraiment une sorte de connexion avec des liens quand même assez complexes, assez intimes entre les adaptations littéraires et entre la littérature et le cinéma. Et à partir de là, la Société des ciné-romans est fondée et on va avoir vraiment une industrie qui va se créer autour des liens entre adaptation littéraire et cinéma. Pathé Consortium va également produire tout un tas de films liés justement à ces adaptations littéraires, en gardant bien sûr les grands noms à la fois du théâtre, à la fois de la littérature, pour toujours essayer d'amener un public un petit peu plus instruit. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Mais au tournant des années 20, la cinéphilie, le mouvement des ciné-clubs, les premiers défenseurs de l'art cinématographique vont juger inutile de faire des adaptations littéraires parce que contre-productif, parce que ça renvoie le cinéma dans un registre de copie des autres arts, et ils voulaient autonomiser le cinéma dans le champ artistique, et c'est pour ça qu'ils vont essayer de vraiment mettre loin d'eux en fait le cinéma, l'adaptation littéraire et tous les films en fait qui s'y rapportent, à la fois pour des idées esthétiques, mais aussi pour se battre contre le circuit commercial en fait, pour être dans un cinéma absolu, dans un cinéma pur. Et du coup, on va entendre un petit peu moins parler de l'adaptation littéraire dans ces années-là. Et j'ai l'impression, en tout cas, tu nous confirmeras peut-être, Émile, qu'à chaque fois que des gens ont essayé d'innover dans le cinéma, que ça soit juste avant la Seconde Guerre mondiale ou même après avec la Nouvelle Vague, l'adaptation littéraire a toujours été au centre des débats. Absolument. Absolument. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. Merci, docteur Alban, pour cette présentation. Ça fait plaisir. Absolument claire et brillante. Parce qu'en fait, si on prend la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on a eu un certain nombre d'années où le cinéma américain s'est extrêmement développé et il a été invisible en France. Et donc, en 1946, en France, sortent sur les écrans à peu près 7 ans de films américains que les Français découvrent. Donc, ils découvrent Hitchcock, ils découvrent John Ford, ils découvrent Howard Hawks. Donc là, les producteurs français se disent merde, il faut qu'on rivalise avec ça, quoi. Il faut qu'on avec notre bite et nos couteaux, désolé. Donc en gros, nous, eux, ils ont Hitchcock, ils ont Ford. Nous, on a Claude Autant-Lara et Jean Delannoy. Et en fait, les producteurs à ce moment-là vont se dire, on va adapter le répertoire classique français, c'est-à-dire Zola, Flaubert, Stendhal, Dumas, Radiguet et j'en passe. Le problème, c'est que c'est des adaptations qui vont suivre à la lettre les romans, mais sans le supplément d'âme, c'est-à-dire ce qui fait vraiment l'intérêt du roman, la psychologie, le style littéraire. Le style littéraire, exactement. Effectivement. Et donc, en fait, quand on résume ces classiques à l'intrigue, en fin de compte, ça peut valoir un scénario original. Et cette décalque sans inventivité va se retrouver au cœur d'un article qui est fondateur de la Nouvelle Vague de François Truffaut, à l'époque où il a 22 ans. Waouh, je savais pas qu'il était si vénère, jeune. Parce qu'on est en janvier 54. Bravo. Il écrit un article qui s'appelle Une certaine tendance du cinéma français, déjà à l'époque dans... Il avait 22 ans quand il a écrit ça, d'accord, je savais pas. Et c'est en fait un des actes fondateurs de la Nouvelle Vague avant l'heure, parce qu'il lance à ce moment-là indirectement la politique des auteurs en réaction à ce qu'il appelle le cinéma de papa. Ouais. C'est-à-dire on prend un livre, on le recopie en gros à la machine à écrire en écrivant scène 1, scène 2, scène 3. Et à ce moment-là, ça va devenir très intéressant de voir que quand les cinéastes de la Nouvelle Vague adaptent des romans, c'est pas des mauvais romans, mais c'est des romans anecdotiques. C'est des romans où, en fait, le fond est pas important. Ce qui compte, c'est trouver une intrigue. Alors, c'est pour ça que, par exemple, Truffaut, quand les premiers romans qu'il adapte, ça va être David Goodis, ça va être William Irish. Godard, il adapte Lionel White. C'est des écrivains qui sont pas des écrivains de premier plan. Qui n'ont pas écrit des chefs-d'œuvre intemporels de la littérature. Et parce que le style n'a pas d'importance quand on porte à l'écran, quand on adapte. C'est juste de l'intrigue. Et c'est pour ça que si on fait un saut dans le temps et qu'on arrive aujourd'hui, un Xavier Genoli qui est estampillé cinéaste prestigieux, qui a gagné beaucoup de César, qui est vu par ses pairs et par le public comme un excellent réalisateur, c'est un petit peu une anomalie qu'il fasse une adaptation de Balzac, en fait. C'est-à-dire que l'œuvre de Truffaut, elle imprégnée de Balzac de A à Z. Dans Les 400 coups, il y a des références directes même à Balzac, mais jamais il aurait fait une adaptation texto de Balzac. Jamais il aurait dit « j'adapte Balzac ». Et si, on se pose la question, est-ce qu'on peut tirer un bon film d'un bon livre ? C'est rarissime, je trouve. C'est rarissime. Je trouve ça rarissime. Tu dirais l'inverse sur Mystic River, Elisabeth, par exemple. Bah oui. Non, mais après, moi, je rejoins. Je suis d'accord avec ce qui était dans le sens où
je veux dire, une adaptation, et c'est encore aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, en fait. Adapter, enfin, je veux dire, on se rend compte qu'il y a très peu d'œuvres originales aujourd'hui, que ce soit en série ou au cinéma. C'est même, alors, moi qui travaille en production de séries, ça devient un problème, c'est-à-dire que quand on n'a pas une IP, c'est-à-dire ce qu'on appelle une propriété intellectuelle attachée, et qu'on veut faire une série ambitieuse avec un univers, etc., on nous dit, vous n'avez pas prouvé d'abord que ça avait fonctionné dans un livre. Mais le fait est qu'effectivement, à part le fond de l'intrigue ou de se dire effectivement que c'est des personnages que les spectateurs connaissent déjà, adapter un bon livre, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'on va chercher, c'est plus effectivement un début d'intrigue, un univers à adapter, c'est-à-dire le fond et pas du tout la forme. Laurent ? Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je trouve ça absurde parce que... Enfin, pardon. Non, mais oui, effectivement, c'est complètement absurde. Mais j'allais en venir, c'est-à-dire que c'est quasiment, c'est une économie. On parlait d'industrie. Je veux dire, aujourd'hui, le principe même, c'est-à-dire que les Goncourt, c'est un bon exemple pour ça. Et c'est pour ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les éditeurs, quand ils sortent des livres qui fonctionnent, alors un Goncourt, c'est pour eux, c'est évidemment un sommet. Ils ont un véritable enjeu de savoir qui l'adaptera, qui le portera au cinéma, plus rarement en série. Les Goncourt, pour le coup, c'est quand même vraiment beaucoup des films cinéma. Et il y a un espèce de rapport de force qui s'installe, où l'éditeur a intérêt à faire le meilleur deal possible pour prolonger cette œuvre, en faire un film, etc. Et de l'autre côté, on a des producteurs qui ont très envie de s'emparer de ce livre en se disant... une adaptation de Goncourt, ça va forcément marcher au cinéma. Et donc déjà, ça donne des deals qui sont à peu près absurdes, mais surtout, il y a une vraie question, et là, on va en parler de leurs enfants après eux, c'est-à-dire, on peut se poser la question, dans certains cas, de savoir si le livre ne se suffit pas, et s'il ne faut pas inventer d'autres histoires au cinéma. Voilà, où je trouve qu'il y a un... Oui. Je trouve qu'il y a quand même, quand on regarde les exemples des 20 dernières années, une différence, je trouve, énorme entre les romans américains adaptés aux États-Unis et les romans français adaptés en France. C'est un peu les deux pays que je connais le mieux. Mais on a l'impression qu'en gros, les Américains, ils vont écrire des romans en pensant avant tout à l'intrigue et presque en anticipant le fait que ça peut devenir un film. Je pense par exemple je disais que c'est rarissime à mon sens d'avoir un excellent livre qui devient un excellent film. Je pense à Cormac McCarthy qui fait No Country for Old Men. Exactement, mais il faut accepter que ça devienne autre chose. Il faut trahir l'œuvre originale. Ce qui dans le cadre d'éditeurs d'un Goncourt est très difficile parce qu'ils vont en fait mettre énormément de poids pour éviter que ça arrive, pour pas que ça dénature trop. Dans le deal, il y a même en général aujourd'hui un droit de regard quand même assez conséquent de l'auteur original sur l'œuvre adaptée, où il a le droit, où en général, après évidemment c'est l'objet de négociation, mais un droit de regard assez poussé à toutes les étapes de la création. Non, mais surtout, toute cette histoire d'IP, etc., qui à mon avis est très réelle. Enfin, moi, bon, j'ai beau être un sugar daddy, moi aussi je bosse en production, donc je sais ce que c'est, et j'en ai lu des romans que des gens nous envoient pour essayer d'adapter, etc. Il y en a qui sont inconnus et qui sont moisis et que personne n'a lu. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi... L'édition, c'est quand même une catastrophe. Plus personne ne lit le livre. C'est-à-dire que même un Goncourt... Oui, mais un Goncourt, ça fait quoi? Alors, en fait, c'est là où... C'est toi qui as les chiffres, mais ça fait quoi? Quelques centaines de milliers de gens qui les lisent, oui, maximum. Mais quand même. Non. L'anomalie de Hervé Letellier s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre sur l'économie du Goncourt, c'est que le fameux bandeau rouge du Goncourt, il multiplie les vente du bouquin au minimum par 10, parfois par 30. Donc c'est-à-dire que tu as des stratosphérique. Non mais tu as des livres qui se vendaient à 600 exemplaires. Parce que la réalité de l'édition, c'est ça. Attends, tu as des livres qui se vendaient à 600 exemplaires avant l'annonce du Goncourt et qui dans la semaine qui suit vont se vendre à 6 000, 60 000. Enfin, c'est des chiffres qui sont astronomiques. Et donc par conséquent, en effet, ça devient un produit de spéculation culturelle parce que on va essayer d'adapter au meilleur prix le truc qui aura déjà engrangé pas mal d'argent dans ça. C'est comme le Beaujolais nouveau, quoi. Il y a un truc... En termes d'échelle par rapport à la télé, c'est quand même ridicule. C'est-à-dire que si tu fais 1 million de personnes qui regardent ta série à la télé, c'est pas top. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas top, voire même merdique. Ça dépend sur quelle chaîne tu es. Encore une fois, sur Arte, sur l'économie est complètement différente. Bien sûr, mais là où je veux en venir, c'est que du coup, quel est l'intérêt d'adapter une IP où de toute façon tu vas faire venir des gens qui ont lu un livre qui en fait représenteront qu'une partie très très faible. Ça crée du discours médiatique autour, c'est-à-dire que c'est l'adaptation. Non mais c'est ça, c'est du marketing en fait. Mais comme le Goncourt est du marketing aussi. Et puis Nicolas Mathieu, au-delà du roman lui-même, c'est quand même alors le fait que ce soit une adaptation de Nicolas Mathieu, c'est un véritable argument pour aller voir le film aujourd'hui.
Ouais, moi je voulais juste revenir un peu sur le Goncourt. Est-ce que c'est finalement vraiment un truc que les gens ont envie d'adapter ? Parce qu'en fait, ça fait 100 ans que le Goncourt il existe et il n'y en a eu que 25 des adaptations de Goncourt versus le nombre de livres qui sont adaptés. En 100 ans, 25 ? Ouais. Attendez, ça fait 1 sur 4. C'est énorme. C'est énorme. Oui, mais versus. Bah, t'imagines, c'est un tous les 4 ans. Oui, c'est vrai. Vu comme ça, c'est pas mal. Mais on a eu Chanson douce, alors qu'il était un mauvais film et qui était déjà un mauvais livre. Mais il y a plein de mauvais films, de toute façon, adaptés des Goncourt. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de recettes à tirer de tout ça, parce qu'il y a alors des Goncourt qu'on fait, par exemple, l'un des Goncourt, c'est pas le plus vendu, L'Amant de Marguerite Duras, c'est peut-être le 2e ou le 3e, mais il a fait genre 1,6 million d'exemplaires en librairie. Mais il a fait 3 millions d'entrées. Et voilà, le film a fait 3 millions d'entrées, avec une critique presse, spectateur qui est assez moyenne. Chanson douce, qui est considéré aussi comme un Goncourt extrêmement... qui a eu beaucoup de succès en librairie, il y a eu 500 000 exemplaires vendus l'année de sa parution. Ouais. 200 000 entrées en salle. Et par exemple, on en parlait tout à l'heure, j'ai perdu le titre, Au revoir là-haut, qui a fait le même nombre en librairie d'exemplaires vendus que Chanson douce. Par contre, énorme succès au box-office avec parce que bien meilleur film. 2 millions d'entrées. Oui, parce que Albert Dupontel, parce que voilà, je pense qu'en fait là le truc, elle est peut-être là la clé, c'est que c'est en fait déjà c'est un réalisateur qui est identifié, qui a un capital sympathique, qui a une espèce de patte. Je pense que son nom fait quand même un peu vendre versus beaucoup de réalisateurs qui se sont emparés des Goncourt, ou à part peut-être Melville ou Jean-Jacques Hano, il y en a quand même pas beaucoup qui sont très identifiables du grand public. Alors, et lui, Étienne, qui nous écoute, te dirait que Henri Verneuil et Week-end à Zuidcote est un chef-d'œuvre, et c'est un meilleur film sur Dunkerque que Dunkerque de Nolan. Ok, voilà. On salue Étienne. Qui n'est d'ailleurs pas vraiment un film sur Dunkerque, et j'emmerde Étienne. Mais voilà, je pense que peut-être le succès d'Au revoir là-haut, c'est que il y a mis sa patte quand même. Il y a quand même tout cet amour du burlesque qu'il a. Il y a on retrouve quand même la patte, je trouve, Albert Dupontel. Et il a pas fait non plus trop de choix. Pareil, j'ai lu le livre et j'ai vu le film, mais bon, c'est un peu flou dans mes souvenirs. Mais pour moi, il a quand même essayé de retranscrire à peu près tout, et c'est assez foisonnant. Ça peut peut-être faire un film qui est un peu too much, mais peut-être que du coup, il a satisfait un peu tout le monde, quoi. Les gens qui avaient aimé le roman, les gens qui aiment ce que lui il fait, et c'est peut-être ça le succès. Bah moi, en vous écoutant, en fait, en buvant vos paroles, j'ai envie de revenir sur leurs enfants après eux et simplement dire que finalement, le pari est plutôt réussi parce que, en fait, on admet le fait que le film est devenu autre chose que le livre, qu'ils ont tenté quelque chose, peu importe si on y adhère ou pas, en fait, si tu veux. Ils ont tenté une mise en scène qui changeait par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre du roman. Ils ont pris des risques par rapport à leur scénario, où est-ce qu'ils ont orienté par rapport au roman. Et je trouve que finalement, du coup, c'est bien d'avoir pris ce risque-là plutôt qu'adapter très littéralement, linéairement le roman en fait de Nicolas Mathieu, et je trouve que du coup c'est encourageant pour le film. Moi je propose que pour 2025 on fasse parce que tu dis ils ont pris des risques, etc. On aille encore plus loin et on dit on ne peut adapter que des livres inadaptables. Je pense à Here par exemple de Zemeckis. Je pense que de tous les livres que j'ai tenus entre mes mains dans ma vie, c'était vraiment celui que j'aurais mis tout en bas de la pile des adaptations. Donc toutes les notices Ikea, les modes d'emploi de micro-ondes et tout, on les adapte. Il y a Denis Villeneuve qui fait avec Dune, mais... Oui, qui fait deux films de Dune, il va en faire un 3e. Mais j'allais dire, moi, dans les adaptations inadaptables, et où, tu vois, un de mes plus grands chocs, on va dire, de déception, c'était Sur la route, où alors ça a été réputé inadaptable pendant hyper longtemps. Ils font une adaptation, et alors c'est un cas d'école, je trouve, c'est-à-dire que en réalité, ça correspond au roman, vraiment dans tout ce qui se passe, mais tu n'as rien du roman. C'est-à-dire que le roman... Truffaut l'aurait défoncé, je pense. Non mais oui, c'est-à-dire que le roman, évidemment, on est tout le temps dans la psychologie du personnage, etc. Alors il est un moment dans un champ de coton, un moment dans un club de jazz, mais en fait, on a accès à ses pensées, et là, du coup, on a un mec dans un champ de coton et un mec dans un club de jazz, et on se fait hyper chier, quoi. T'entends le bruit du vent derrière, comme ça. Ah non, mais c'est vraiment une purge absolue. Mais je pense que juste Alban, tout à l'heure, a bien résumé le cas Leurs enfants après eux, c'est qu'on a dit, ça nous donne envie de lire le livre, et le sens, c'est film plus livre, et je pense que ça, en soi, c'est une adaptation réussie que d'ouvrir et donner des envies. Et d'amener des gens à la lecture, ce qui est toujours extrêmement important. Ouais. Oui, excuse-moi, Manon, pardon. Non. Moi, je voulais passer sur le cas Nicolas Mathieu, du coup. Non, mais en fait, je pensais aussi, par exemple, Normal People. Il y a pas sur la série, il y a pas énormément de prise de risque. On n'est plus sur le Goncourt, mais il y a pas de prise de risque par rapport au roman. Goncourt. Et en même temps, ça fonctionne. Et ça a été un succès ça a été un succès pas en salle, mais du coup en stream. Je sais pas comment on dit d'ailleurs pour les séries d'audience, un succès d'audience. Alors qu'il n'y a pas une énorme prise de risque en termes de mise en scène, en termes de parti pris sur les personnages. Tu vois. Parce que le livre, ce qui réussissait très bien, c'était les dialogues entre les personnages, et ça, du coup, c'est peut-être plus facile à retranscrire à l'écran que d'autres choses, quoi. Mais je pense que pour Leurs enfants après eux, ça va être un cas d'école complètement nouveau, parce que je pense que là, au-delà du livre, en fait, bon, les réalisateurs, on les connaît pas, donc ça va pas être un produit d'appel. Les Boukarma ?
Ils ont une petite hype, mais pas dans le grand auprès le grand public du tout. Oui. Le bouquin va être forcément un produit d'appel parce que ça a été un succès librairie, mais quand même finalement, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Je crois que j'ai vu des chiffres 700 000 exemplaires vendus en librairie, ce qui est énorme, mais je m'attendais à encore plus que ça. Mais je pense qu'en fait là, presque le produit d'appel numéro 1, ça va être l'auteur, parce que vraiment Nicolas Mathieu, c'est une personnalité au-delà de personnalité en lui-même, c'est-à-dire qu'il a plus de paroles politiques. En plus, c'est la Warner qui produit, donc ils ont pu mettre beaucoup de moyens sur la promotion. Donc il a été à Venise, il a fait des interviews, ils ont pu embarquer tout le monde. Lui, il en a fait beaucoup la promo sur son Instagram. Il est très actif sur Instagram et c'est un auteur qui est très populaire dans le sens il est proche de ce qu'il écrit et en même temps il a une certaine popularité, et je trouve ce qui illustre très bien ça quand même. Je fais un petit aparté, il y a Paris Match qui a fait sa une sur son histoire d'amour avec la princesse de Monaco. Il y a quand même eu un article dans Le Monde et dans Libération sur cette histoire d'amour, sur est-ce qu'il traduit, c'est un transfuge, est-ce qu'il pas il traduit, incarne, est-ce qu'il trahit, son lectorat, machin, etc. Oui, bien sûr, lectorat. Ça quand même illustre très bien ce que représente Nicolas Mathieu en tant que personnalité littéraire. Est-ce que c'est pas la princesse de Monaco qui trahit ses sujets, du coup? Voilà. Je crois que c'était la conclusion de l'article du Monde. En tout cas, je propose que le prochain film, ce soit une adaptation des posts Instagram de Nicolas Mathieu. Mais non, le prochain film, c'est Je sais. On précise que Connemara est en tournage, a priori, qui est son roman suivant. Ouais, que le roman suivant qui est tourné par Alex Lutz. Ah bon? Ouais. Et ben voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus et on surveillera de près le box-office de Leurs enfants après eux pour voir s'il y a une suite à ce focus. Le troisième et dernier film dont on débat ce soir, c'est Limonov, la balade, le nouveau film de Kirill Serebrennikov. Is it true, Mr. Limonov, that there is only one thing you can write about, and that is yourself? Madness is about to begin. Revolution is what we need. I'm for the Reds, the Blacks, the gays, Arabs, Puerto Ricans. I'm for the ones who have nothing to do. Je le disais en introduction, Limonov, c'est un personnage multifacette. Comme nous dit le résumé Allociné, il a été militant révolutionnaire, dandy, voyou, majordome ou encore sans-abri. Yuri Laurent, c'est un film qu'on a vu à Cannes, qui est en compétition officielle, comme à peu près tous les films de Kirill Serebrennikov. Depuis 5 ans, oui, il y a à chaque fois, il gagne jamais rien, donc c'est marrant. Il y va pour la forme. Il est là, voilà. Parce que la Côte d'Azur, c'est sympa aussi. Et alors, ce Limonov a plutôt été une bonne découverte pour nous tous, mais je crois que tu voulais dire quelque chose en préambule. Oui, alors, pour dire d'où je parle, voilà. Je connais un peu le bonhomme parce que je travaille un peu pour lui sur d'autres projets, mais c'était juste pour préciser d'où je parle, pour pas qu'on m'accuse plus tard de conflit d'intérêts. Non, le projet est en réalité là encore une fois une adaptation du livre d'Emmanuel Carrère sur le personnage de Limonov, qui était un succès de librairie absolument considérable. Limonov, qui est un personnage extrêmement sulfureux, qui a créé le Parti national bolchevique, je vous laisse imaginer la teneur de ses propos, qui a globalement rendu le fascisme cool et hype en Russie globalement c'est ça, hein. Il en a fait une espèce d'objet culturel trendy où les poètes venaient s'exprimer dans des caves avec des skinheads en écoutant du métal et en disant que la Russie c'était mieux quand elle était soviétique. Enfin bref, c'est un personnage très particulier. Donc on pouvait et donc pareil, c'est une grosse coproduction européenne avec plein d'acteurs qui viennent de tout un tas de pays, et notamment Ben Whishaw dans le rôle principal. Le film est en tout cas globalement réussi à mon sens, parce que c'est une adaptation qui est à la fois assez fidèle au livre d'Emmanuel Carrère et en même temps qui va en faire un peu une étude d'un personnage qui se construit sa propre légende en fait. Et c'est un personnage qui est absolument odieux, qui est détestable par tous les niveaux, et dont on voit à chaque fois que il veut être une icône en fait, et donc on va le voir construire sa propre icône, et du coup les récits qu'il raconte, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont pas vrais, est-ce qu'ils sont romancés, est-ce qu'ils racontent n'importe quoi, on sait pas vraiment. Peu importe, hein. C'est une espèce de mythomane comme ça qui avance dans l'histoire et qui va comme ça être une espèce de passager clandestin de tout un tas d'événements historiques dont il aurait tellement aimé faire partie et dont il n'a été que le spectateur impuissant. Et du coup, on va voir comment ce personnage-là va essayer de reprendre sa revanche sur l'histoire pour devenir un personnage historique. Et à la fin, bon, c'est un secret pour personne, mais en tout cas, à la fin, le film tranche en disant, bah voilà,
finalement, il a réussi à se construire sa propre icône, il a réussi à se construire sa propre image de martyr, alors que c'est beaucoup plus un escroc qu'un réel martyr idéologique. Et en ce sens, le film est intéressant, même si, on va revenir dessus, il y a peut-être un peu des longueurs et des soucis, on va dire, tu de parles rythme. du long passage à New York. Non, mais c'est vrai qui est beaucoup trop long par rapport au reste, mais qui est intéressant quand même. Mais tu me disais que c'est la même chose dans le livre de Carrère. Et je pense aussi que, en tout cas du point de vue de Serebrennikov, il doit bien connaître, on va dire, la partie russe à la fin, évidemment. Qu'à titre personnel, je connais moins que lui, donc j'aurais aimé plus voir. Et là-dessus, il y a aussi un aspect un peu market, en tout cas commercial, c'est beaucoup plus difficile d'intéresser un public européen à quelque chose qui ne se passe pas dans un pays anglophone, tout simplement. Laurent, toi, pour le coup, c'est même un de tes coups de cœur de l'année, ce Limonov. Je pense que il sera probablement dans mon top. Je ne suis pas 100% sûr, je ne l'ai pas encore bouclé. Mais... Spoiler. Mais je trouve que c'est le premier film de Serebrennikov que je vois. T'as pas vu Leto, toi? J'étais pas à Cannes pour Leto, je ne l'ai jamais rattrapé. Okay. Mais je vais peut-être le faire du coup quand même à un moment. Parce que je trouve que déjà en fait visuellement je trouve ça assez incroyable, c'est-à-dire quand même moi le premier truc dont je me rappelle après l'avoir vu à Cannes, parce que je l'ai vu à Cannes, je l'avais pas revu depuis, c'est vraiment une certaine maestria visuelle, certains passages que je trouve complètement incroyables, où en fait on voit que Serebrennikov, si je ne dis pas de bêtises, il vient quand même pas mal du théâtre, et donc même s'il fait pas du tout du théâtre filmé, très loin s'en faut, mais il a pas peur de la théâtralité, quoi. Il a pas peur d'aller dans des trucs, de casser le quatrième mur, de péter des trucs, d'aller ailleurs, de faire des choses qui sont pas forcément habituelles au cinéma et qui sont, je trouve, très casse-gueule. Et lui, il y arrive toujours vraiment bien. En tout cas, toujours vraiment bien dans ce film, en tout cas, parce que toujours, j'en sais rien, c'est le seul que j'ai vu. Mais je trouve qu'il y a vraiment des moments, de réussite. En termes de réalisation qui sont bluffants. Au-delà de ça, je pense que le film, en effet, pâtit de longueur un peu pénible à New York, mais en dehors de ça, bénéficie surtout de l'histoire d'un personnage fascinant. C'est-à-dire que ce type qui est quand même... En fait, tu dis qu'il est odieux, tu dis qu'il est détestable, je pense que c'est pire que ça. Il est dans une espèce de décadence quasi autodestructrice. Dans une espèce de nihilisme total. Il est dans un truc de nihilisme vraiment violent. Et en fait, c'est juste, ça faisait longtemps, à titre personnel, que j'avais pas vu un personnage aussi odieux à l'écran. Et en fait, je trouve qu'il représente bien un truc qui est un mouvement qui est très caricaturé et un esprit qui est souvent mal compris, qui est en fait c'est un punk, tout simplement. C'est un punk de A à Z. Et d'ailleurs, en fait, même cette espèce de retour esthétique au fascisme, comme tu dis. Enfin, vous voyez les photos de Sid Vicious avec mais c'est exactement ça, bien sûr. Nazis, dans les années 70, alors dans un autre contexte. Mais je veux dire, c'est ça. Et en fait, il incarne ce truc jusqu'à un point d'en devenir un mec dégueulasse à tous les niveaux. Et je trouve ça incroyable de parler de ça et de raconter ça. Je trouve que du coup, le film, moi, me chope et arrive à la fois par sa maestria visuelle et en même temps par ce personnage incroyable, extrêmement bien interprété par Ben Whishaw, alors que franchement aussi... Et ils lui font faire un accent dégueulasse. Mon Dieu, ce que c'était casse-gueule. C'est-à-dire que tu prends un Anglais qui va parler comme ça, enfin, tu vois, avec un accent russe, que Yuri fera bien mieux que moi, évidemment, mais je veux dire, où tu te dis, waouh, ça pourrait être genre House of Gucci, enfin, ça pourrait être un truc extrêmement gênant. Ridley Scott en reprend une. Et au contraire, ça marche super, aussi parce qu'il est entouré d'acteurs russes qui parlent vraiment russe, aussi parce que voilà, bon, il y a tout le reste autour, mais il incarne super bien ce personnage fascinant. Le seul vrai défaut, en dehors évidemment des longueurs à New York, c'est que moi, il y a un sujet qui me fascine dedans et que je trouve n'est pas assez traité, c'est comment en fait est-ce qu'il devient fasciste. Comment est-ce que ce personnage... Je trouve qu'il y a un angle mort à titre personnel. Par dandisme, en fait. Mais c'est ça, en fait, par posture au départ. Posture. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je comprends du film. Et puis après, il comprend que ça marche et ça prend. C'est ça. Voilà, moi, c'est ce que je comprends du film, je suis d'accord avec toi. Et ça arrive tard, mais en fait. J'aurais aimé quand même que le glissement soit un petit peu plus clair. C'est-à-dire que là, on voit, il y a beaucoup d'ellipses, c'est normal, c'est raconter sa vie. Et vraiment, il y a un truc qui me manque, c'est que parce qu'en plus le punk lui-même, enfin tu vois, est devenu, il y a eu des avatars fascistes et tout, donc bon, mais comment vraiment lui a glissé vers le fascisme, et c'est un petit peu trop passé sous silence. Et moi, c'est vraiment un truc
que j'aurais vraiment aimé voir dans le film. Le film après il a été tourné dans des conditions très compliquées ils ont commencé à le tourner juste avant la guerre en Ukraine, ils ont fait quelques semaines de tournage et puis la guerre en Ukraine a commencé, du coup tout le monde a dû partir. Parce que le film s'est tourné en Ukraine. Au début, il s'est tourné en Russie. Et ils ont donc reconstruit l'intégralité des décors, genre en Lettonie, en Lituanie, je sais pas où. En tout cas, vraiment dans la Pampa. Et, désolé, Sophie Catherine. Désolé. Ouais. Mais non, mais vraiment dans un pays des Balkans, mais du coup, je ne sais plus. Les Balkans, tu veux dire les pays baltes. Les pays baltes. Oh là là, désolé, Sophie Catherine, encore une fois. Le directeur va être fou. Je vais couper ça. Tu assumes. Dans un des pays d'Europe de l'Est, voilà, merde. Et ils ont reconstruit la plupart des décors, notamment New York, etc., pour pouvoir faire venir les acteurs. Enfin, c'était un bordel. Donc, je ne sais pas à quel point le modèle de tournage et de production du film n'a pas... Déjà, c'est une coproduction franco-italo-espagnole. Voilà. Et à quel point tous ces événements-là n'ont pas eu un impact aussi sur le film en lui-même, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas fallu faire du remplissage ? En fait, on n'a pas la réponse, personne ne l'a, mais en tout cas, il y a une notion de... Voilà, on peut soupçonner ça en tout cas. Mais moi, là vraiment où je voulais en venir dans le fond, c'est après ce Cannes de cette année qui était quand même faible, voire très faible, avoir une vraie proposition de cinéma, un vrai film qu'il faut voir au cinéma à mon avis quand même, en tout cas ça aide. C'était tellement rafraîchissant et tellement agréable que oui, en tout cas c'était une très belle expérience pour moi. Mais effectivement, moi je pense un peu moins quand même convaincu du film que vous, mais je dois dire qu'effectivement dans en tout cas le marasme qui avait été ce Cannes cette année, mais globalement on n'est pas sur une très très grosse année 2024 de cinéma. Juste voir un mec qui va jusqu'au bout de sa proposition, qui nous propose un personnage que moi j'ai jamais vu au cinéma que ça, juste ça en fait j'étais convaincue. Et au-delà de ça, on peut effectivement, il y a des partis pris narratifs qu'on peut questionner. Kirill Serebrennikov, c'est quand même un cinéaste, voilà. Il sait ce qu'il fait en tout cas. Voilà, en tout cas, il fait une proposition et qui est la sienne et qu'on ne peut que recommander à découvrir pour les gens qui connaîtraient pas son cinéma. Et donc, ce Limonov, la balade, il faut quand même dire que c'est un peu exigeant. Ça dure quoi, 2h40? Ça dure mais 2h40, honnêtement, c'est pas... Non, ça dure pas 2h40. Oh, c'est long. Ah non, c'est 2h10. C'est 2h10, mais c'est pas pénible à regarder du tout. C'est pas si long. C'est un des films les plus courts qu'on ait vu à Cannes. Donc... Non, mais ça reste quand même... Pardon, Kirill Serebrennikov, c'est quand même du cinéma un peu exigeant. Oui. Mais celui-là, je pense que c'est son plus accessible. Non mais je veux dire, tu vas pas, pour moi, tu vas pas voir ça en t'attendant d'aller voir un Marvel quand même non plus. Enfin, genre, faut savoir où on met les pieds quand même. Non, mais aussi, d'accord. Il y a quand même un acteur un peu connu. Il y a un traitement assez marrant. La voix off est plutôt rigolote. Enfin, il y a quand même une. Et il y a des dialogues cultes, il y a des phases dingo quand même. Enfin, il y a vraiment des trucs. Je sais pas. Enfin, le livre, en tout cas, moi, je trouve pas ça moins accessible que le bouquin. Tu vois, qui était déjà très. Où fallait y aller, ou Le Mage du Kremlin, qui est un succès de librairie, et pourtant il va dans des trucs. Qui était le presque concours. Mais qui va dans des trucs extrêmement spécifiques sur l'histoire russe contemporaine. Donc, je suis pas sûr à quel point le problème d'accessibilité se pose pour ce film. Mais les gens vont voir quand même du Serebrennikov, j'ai l'impression. Le mec est connu. C'est pas non plus. Non, mais je veux dire, bien sûr, tout le monde va pas voir les films de Kirill Serebrennikov, mais les gens qui vont voir ces films vont le voir pour lui. Oui, mais c'est pas assez. C'est pas assez au niveau du budget du film, tu vois. C'est-à-dire que c'est un film pâté, c'est un film avec 15 millions. Enfin, c'est un film qui doit, en tout cas, pour exister commercialement, avoir un degré de succès qui dépasse les 150 000 entrées qu'il fait sur ses films d'habitude. Mais écoute, j'ai envie de vous dire, allez voir ce Limonov, la balade. En tout cas, vous serez pas déçus et nous, on sera là pour si vous voulez nous dire si vous êtes allé le voir et que vous avez trouvé ça pas du tout accessible, ou au contraire, si vous avez été ravis de le découvrir et que vous avez lu le livre derrière, puisqu'on vous a dit de faire les choses dans ce sens-là. C'est l'heure des recos de la perche. C'est la prescription du docteur Alban. Non. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et Manon, ce soir, toi, tu avais envie de nous parler du nouveau film de Carverne. Oui, c'est ça, c'est son premier film solo après 20 ans avec son comparse Benoît Delépine. Le film s'appelle Je ne me laisserai plus faire. C'est porté par le duo Yolande Moreau et Laure Calamy. C'est un téléfilm, c'est sur Arte. Tout à fait. Et franchement, je vous le conseille, c'est vraiment un chouette film. Ça reprend quand même globalement ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aimaient faire tous les deux. On y retrouve beaucoup la France, des zones d'activité, des lotissements, etc. Beaucoup de personnages secondaires où on sent qu'ils sont super contents de rejoindre le cinématique universe
de Kervern, parce qu'il y a des nouveaux venus. Il y a Raphaël Quenard, il y a Jonathan Cohen, il y a Alison Wheeler aussi, qui est très marrante en directrice de maison de retraite. Et l'histoire, rapidement, c'est Yolande Moreau qui décide, qui s'enfuit de son EHPAD. Bon, ça, je trouve ça un peu rude de mettre Yolande Moreau en EHPAD. Elle a quand même pas l'âge d'être en EHPAD, mais enfin bref. Pour partir dans un espèce de road trip dans lequel elle embarque Laure Calamy, qui est femme de ménage dans cette EHPAD, pour aller se venger de tous les gens qui leur ont fait du mal, qui les ont humiliés. Alors, tu as des petites humiliations et puis des choses très graves qu'on leur a fait pour se venger. Mais c'est, voilà, il y a pas beaucoup de violence. C'est une forme de Thelma et Louise, mais avec beaucoup moins de violence. C'est surtout un peu de la folie douce comme ça. Et c'est hyper satisfaisant à regarder parce qu'elles arrivent à se venger comme ça de tous les gens. Alors, c'est les petits propriétaires qui en prennent beaucoup pour leur grade dans ce film-là. Je sais pas, il a une dent contre les petits propriétaires. Et c'est un film très cool et très marrant à voir comme ça sur Arte. Ça dure pas si longtemps et c'est chouette. Et bien surtout, donc, découvrez-le sur Arte. Moi, je voulais vous parler rapidement de la saison 2 de Arcane, la série Netflix. Quand même reprécisé, donc c'est une série qui est adaptée de l'univers de League of Legends, où, à titre personnel, je n'y connais rien et j'en ai pas grand-chose à faire. C'est une adaptation qui a été faite par Riot Games et... Qu'est-ce que tu me montres ? Ah oui, effectivement, qui a été fait donc par Riot Games et en collaboration avec le studio d'animation français Fortiche Cocorico pour Netflix. Les 2 saisons sont maintenant donc disponibles là-bas. Moi, j'ai découvert avec retard la première saison que j'ai trouvée franchement assez impressionnante parce que comme je vous disais, j'en ai pas grand-chose à faire de l'univers. Ils ont réussi à m'accrocher avec les personnages, avec le développement de l'univers. Il y a juste, enfin, je veux dire, visuellement, c'est la série la plus chère de tous les temps, 250 millions quand même sur cette première saison. Donc voilà, c'est trop de blé dans le jeu vidéo. Hein. Voilà, ils ont vraiment. D'autant que ça a été vraiment produit par le studio qui s'est pointé avec un chèque en disant prenez-le, faites ce que vous voulez. Non mais c'est vraiment ça. Et honnêtement, pour une fois, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire quand on te donne carte blanche totale comme ça peut être une catastrophe. Là, en l'occurrence, ils ont vraiment bien taffé. Et moi, j'ai vraiment apprécié cette première saison. Yuri, on est bien loin des bouches triangles que tu déplores dans les animés japonais, qu'à titre personnel, j'adore. Et j'ai découvert cette saison 2. Toutes les semaines, je me fais vanner là-dessus. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce qu'on parle pas assez d'animation japonaise dans la perche, dans le cadre. Et donc cette saison 2, alors à titre personnel, j'ai été à la fois satisfaite et déçue. Satisfaite parce que le début de la saison, je trouve que d'un coup, alors déjà visuellement on a encore gagné, puis les intrigues se déploient, etc. J'étais ravie de ça. Et puis il se trouve que dans la deuxième partie on me dit voilà, alors lui il peut voyager dans le temps, elle a des pouvoirs, etc. Et puis d'un coup boum, il faut terminer très rapidement cette deuxième saison. Et donc je suis un peu restée sur ma faim. J'ai vu que le showrunner avait lui-même dit qu'il était un peu déçu d'entendre ça de la part de certains des spectateurs, mais qu'il avait dû terminer un peu rapidement, qu'il y avait certaines intrigues qu'il aurait aimé développer un peu plus long. Il se trouve qu'en fait c'était à la base conçu pour 5 saisons, ils en ont fait 2 au début en disant oui c'est un peu cher, puis finalement ils lancent 3 spin-offs dans d'autres univers de League of Legends, voilà. Donc voilà, moi c'est ma petite réserve, c'est que je crois que j'aurais préféré avoir plus de saisons avec ces personnages-là dans l'univers d'Arcane, et que honnêtement, enfin je veux dire, si c'est bien, peut-être je regarderai les autres saisons, mais j'en ai pas grand-chose à foutre de fouiller le reste de l'univers de LOL. En revanche, je recommande quand même la série déjà pour les animateurs, enfin pour les personnes qui aiment l'animation, parce que quand même c'est au-dessus du lot. Enfin je veux dire, c'est quasiment niveau Spider-Verse. Enfin voilà, alors que c'est de la télé, c'est quand même vraiment plutôt chouette visuellement. Et puis voilà, pour les gens qui comme moi n'ont rien à faire de League of Legends, mais qui aiment bien les univers bien taffés, les personnages plutôt bien écrits. Et je disais que c'était un peu dommage quand on donnait carte blanche à des gens pour qu'ils fassent n'importe quoi. Évidemment, on va écouter notre petit jingle et ensuite ce sera carte blanche à Émile. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Émile, avant de te lancer sur ta carte blanche, je tiens à dire pour nos auditeurs qui du coup ne regarderaient pas l'émission sur YouTube que tu as un incroyable t-shirt Step Brothers. Merci. Il est vraiment absolument magnifique. Ce soir, tu souhaitais nous parler d'un genre de cinéma qui est le d'un genre de fiction, mais au cinéma, qui est le huis clos. Absolument, et ça tombe bien puisque nous sommes dans un huis clos. Exactement. Alors, dans les cartes blanches de La Perche et dans le cadre, on se pose des questions d'ordre métaphysique. Qu'est-ce qui fait la quintessence du cinéma de Chantal Akerman ? Est-ce que le profil de Christophe Barbier ressemble vraiment à un canton suisse ? Et aujourd'hui, pourquoi c'est si dur de réussir un film en huis clos ? Alors, posons les bases pour commencer. Le huis clos au cinéma, c'est quoi ? C'est pour prendre les exemples les plus marquants des classiques comme Fenêtre sur cour d'Hitchcock ou 12 hommes en colère. Ça, c'est côté transatlantique. En France, on a eu Garde à vue ou Le Père Noël est une ordure. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si beaucoup de huis clos au cinéma sont en fait des adaptations de pièces de théâtre.
Alors, pourquoi les cinéastes prennent ce risque énorme de tourner en décor unique, de se limiter donc à un seul décor pour tout un film? Déjà, je pense par souci d'unité de lieu, qui va souvent de pair avec unité d'action et unité de temps, mais aussi pour mettre l'accent sur un des outils majeurs du cinéma, c'est-à-dire le rapport entre la caméra et l'espace, et par extension entre l'espace et le temps, puisque dans un huis clos, dès que le spectateur va prendre conscience du fait que le film va se passer dans un seul et même décor, il va vivre la tension différemment. Il y a d'emblée quelque chose de plus solennel qui se passe, et c'est une des raisons d'ailleurs qui a poussé Hitchcock à faire souvent des huis clos, Fenêtre sur cour qu'on a mentionné, mais aussi La Corde, où le crime était presque parfait. Et il insiste à ce titre dans ses célèbres entretiens avec François Truffaut, il dit « Quand on fait un huis clos, notamment quand on adapte une pièce de théâtre, il faut à tout prix résister à la tentation d'aérer l'intrigue, c'est-à-dire d'ajouter artificiellement des scènes hors du décor principal, juste pour sortir prendre l'air et désamorcer l'effet un peu théâtre filmé. » Et puis, bien sûr, au-delà de l'exercice de style, il y a la question pécuniaire qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire que si vous tournez en décor unique, c'est un seul plateau, donc ça fait moins de décors à construire, moins d'équipes à déplacer, de permis de tournage à négocier, etc. Mais au XXIe siècle, on assiste à deux tendances que je trouve un peu contradictoires dans le huis clos. Tout d'abord, ce que j'appelle le faux huis clos, c'est-à-dire dans la lignée de The Shining, des films en décor unique, mais c'est un décor qui est tellement tentaculaire qui contient tout un monde sans qu'on ait à sortir de la pièce. Alors, le Overlook Hotel, par exemple, il y avait un nombre énorme de chambres, il y avait un bar, il y avait un lobby gigantesque, il y avait même un parc avec un labyrinthe. David Fincher, quand il fait Panic Room, il ne filme pas un simple appartement, c'est un hôtel particulier de 3 niveaux, avec notamment la pièce éponyme, qui permet une extension du monde du film au-delà du huis clos classique. Hérétique, dont on a parlé la semaine dernière, s'inscrit aussi dans cette tendance maximaliste du huis clos, avec un déploiement de décors dont on ne va pas dévoiler les méandres pour ne pas spoiler. Et puis d'un autre côté, on a au contraire des films réduits à 10 mètres carrés, voire moins, qui en font leur argument de vente. C'est le cas du Choix avec Vincent Lindon qui est sorti le mois dernier, où il était enfermé du premier au dernier plan dans une voiture. Je ne me souviens plus du modèle, il me semble que c'était une Renault. The Guilty, qui voit son intrigue se dérouler intégralement dans un modeste centre d'appel, ou encore Buried, l'exercice ultime, Ryan Reynolds, coincé dans un cercueil pendant 1h30. Alors, on peut voir dans cette tendance un côté un peu démonstration de force, où la tension ne viendrait plus seulement de dialogues haletants, mais aussi d'effets de style qui viennent pour alimenter un petit peu le suspense. Et on peut d'ailleurs considérer que cette mode du faux minimalisme a été initiée par Joel Schumacher, qui est pas vraiment le plus sobre des réalisateurs de notre époque, avec Fun Game en 2003, Colin Farrell, qui lance la mode du film, puisqu'il est bloqué dans une cabine téléphonique à Manhattan. Bonjour l'odeur. Avec la voix de Kiefer Sutherland. Et la voix, absolument. No spoiler. La France n'est pas en reste, puisque pendant le confinement, les restrictions de tournage ont inspiré plusieurs cinéastes. On pense notamment à Frank Belloc, avec son Happy New Year, où c'était Kev Adams qui se retrouvait bloqué dans un ascenseur, je ne peux pas passer. Et Camille Lelouch, voilà, un soir de réveillon. Mais plus récemment, un film. Je dis bien un film a séduit toute l'équipe de La Perchée dans le cadre avec sa maîtrise hors pair du lieu unique comme espace d'exploration de soi et d'introspection humoristique. Je parle bien sûr de Hors du temps d'Olivier Assayas. L'équation de ce huis clos campagnard, c'est Vincent Macaigne plus gel hydroalcoolique plus livraison Amazon de paires de chaussettes plus voix off sur la vallée de Chevreuse. T'es le pire et de loin, mec. Non, plus sérieusement, pour voir un huis clos maximaliste avant l'heure qui tient toutes ses promesses pendant 2h15, je vous invite à voir ou revoir Le Limier de Mankiewicz sur un scénario d'Anthony Schaffer. Alors, pas le remake de 2007, vraiment la version originale. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre du cinéma anglais qui est porté par les immenses Laurence Olivier et Michael Caine. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Si vous voulez faire un huis clos réussi, il vous faut un grand réalisateur, 2 acteurs hors pair et un scénariste de talent. Et forcément, ça va faire des étincelles. Et je t'ai précisé que le Limier, de façon assez rigolote, tu parlais du mauvais remake, tu dis, de 2007. Dedans, Michael Caine, qui jouait donc le jeune amant dans la version originale, reprend, mais cette fois-ci, le rôle du personnage plus âgé, et le personnage jeune est joué par Jude Law. Dans les recommandations de La Perche, on a oublié de vous dire qu'il y avait Crossing Istanbul, dont on a parlé la semaine dernière, qui était sorti au cinéma. Donc voilà, vous pouvez aller le découvrir en salle. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés.
jusqu'au bout. On remercie de nouveau l'entrepôt. N'hésitez pas et surtout, n'hésitez pas du tout à nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous, à réagir sur les réseaux sociaux et évidemment à nous mettre 5 étoiles. On est toujours ravis et surtout ça nous aide à exister et à continuer de nous faire connaître. Une très bonne semaine à vous et on se dit à la semaine prochaine.